Bon, si on se met 2 secondes dans la peau d'un patient, on arrive aux urgences, on souffre, on est stressé, et là, avant même d'avoir fini de raconter notre vie à l'infirmier d'accueil, paf, son cerveau a déjà formulé un diagnostic. Ouais, dit comme ça a l'air super précipité. Bah carrément, ça paraît même dangereux, quoi. On a tous un peu cette attente d'une médecine qui serait de l'ingénierie de précision, tu vois. C'est clair. Genre, on prend chaque indice, on fait une grande liste, on analyse tout calmement, et on sort une conclusion super rationnelle à la fin. C'est la fameuse image de l'enquêteur minutieux. Le médecin qui repousse toutes ses idées préconçues jusqu'à la toute dernière minute. C'est une image hyper tenace parce qu'elle nous rassure. Le cerveau humain déteste l'incertitude, donc un processus linéaire mathématique, ça fait du bien. Sauf que, et c'est le sujet de notre analyse détaillée d'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe vraiment dans la tête des professionnels de santé, bah, cette belle ligne droite, elle explose en plein vol. Ah oui, complètement. Le paysage du diagnostic, c'est plutôt des eaux troubles. Exactement. Et d'après les preuves scientifiques qu'on va décortiquer, ce jugement éclair, cette espèce de première impression qui a l'air un peu sortie du chapeau, bah, c'est pas une erreur. C'est même le mécanisme invisible qui fait que tout le système tient debout. C'est exactement l'enjeu de notre exploration d'aujourd'hui. On va se baser sur une conférence fascinante du professeur Philippe Pelassia. Ouais, le raisonnement clinique des fausses croyances à la réalité. C'est ça. Le but, c'est vraiment de comprendre la mécanique cognitive derrière les décisions des médecins, des infirmiers, des kinés, des pharmaciens. La littérature scientifique nous force carrément à désapprendre tout ce qu'on croyait savoir sur la rationalité médicale. Je suis fasciné par ce genre de remise en question. Pour tous ceux qui s'intéressent à la façon dont le cerveau apprend et prend des décisions sous pression, c'est une vraie claque. Une énorme claque, ouais. Du coup, pour comprendre comment un soignant raisonne bien, le texte commence par regarder pourquoi il se trompe. Et ça s'attaque direct à un mythe énorme, le mythe du talent inné. Ah, le fameux complexe de Dr House. Voilà. On a tous cette image du génie avec un esprit supérieur qui aurait juste une personnalité hors norme pour trouver les maladies introuvables. Et le pire, c'est que cette croyance a complètement faussé la formation médicale pendant des années. Dans les années 90, on a même essayé de sélectionner les étudiants en santé avec des tests de logique abstraite. Genre des tests de QI classiques. Ouais, des trucs génériques. Mais la science a prouvé que c'est une impasse totale. Le raisonnement clinique, c'est pas du tout un trait de caractère. Tu peux avoir un QI de génie, être un champion d'échecs et être totalement incapable de diagnostiquer une maladie complexe. Donc le côté don du ciel, on oublie. On oublie. C'est toujours le fruit d'un apprentissage hyper spécifique. C'est l'expérience qui forge la compétence, quoi. Mais ce qui m'a vraiment retourné le cerveau dans ces sources, c'est sur les erreurs médicales. Quand il y a un drame à l'hôpital, on entend toujours la même chose. C'est un problème de communication. Exactement. Le médecin a mal lu affiche, l'infirmier a oublié de noter un truc, le kiné a pas transmis l'info. C'est super facile de blâmer la communication parce que c'est tangible, c'est un dossier vide, tu vois. C'est confortable. Ouais, très confortable. Mais là, les chercheurs disent qu'on se trompe totalement de coupable. Pourquoi on accuse la mauvaise chose ? Si tu regardes les travaux de Graber, ou surtout la grosse étude de Canchalia sur les événements indésirables graves, donc les vrais drames aux urgences, la réalité est tout autre. Dans la quasi-totalité des cas, le vrai problème, c'est une erreur de raisonnement sous-jacente. Attends, donc la mauvaise communication, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est exactement ça, c'est juste le symptôme. Imagine si une info cruciale n'est pas écrite dans le dossier, c'est bien souvent parce que le soignant l'a vue, l'a entendue, mais son cerveau a décidé qu'elle ne servait à rien. Donc il la filtre. Il la filtre. Son raisonnement cognitif invisible a classé cette info comme non pertinente, parce qu'elle collait pas avec son idée de départ. Le drame, il commence pas quand on oublie d'écrire sur le papier, il commence des secondes avant, dans le traitement de la donnée. Et le danger, j'imagine, c'est que l'hôpital va faire une enquête et dire « Ah, il manque une signature ici », sans jamais voir le vrai biais cognitif. Voilà. On analyse les procédures visibles et on rate totalement la faille mentale invisible. Ce qui nous amène direct au cœur du réacteur. Si tout se passe dans l'invisible, comment le cerveau d'un urgentiste gère la toute première info qui lui arrive ? Et la réponse est complètement contre-intuitive. Il réfléchit pas. Il ne réfléchit pas, il reconnaît. C'est un renversement total de ce qu'on enseignait avant. Ouais. Avant, on disait que le diagnostic, c'était la ligne d'arrivée, la récompense après une longue enquête de détective. Sauf que c'est faux. Le diagnostic, c'est pas la dernière étape, c'est la toute première. C'est un réflexe irrépressible. Dès que le cerveau d'un expert capte une donnée clinique,
paf, il génère une hypothèse sans le moindre effort conscient. C'est ce qu'on appelle l'intuition, en gros. C'est la définition scientifique pure et dure de l'intuition médicale. Mais intuition, c'est un gros mot en médecine, non? J'imagine qu'on dit aux étudiants de surtout pas s'y fier, de peur de tuer quelqu'un. C'est souvent le discours officiel, oui. Sauf que les preuves scientifiques montrent que ça marche de façon redoutable. Regarde l'étude de Barros, par exemple. Ah oui, les fameuses 5 minutes. Ouais. Barros montre que si la bonne hypothèse te vient dans les 5 premières minutes avec le patient, tu as 90% de chances d'avoir le bon diagnostic à la fin. 90%, juste avec la première impression. Et les travaux de Groupen vont encore plus loin. Parfois, l'âge, le genre du patient et sa plainte principale, ça suffit pour que le cerveau de l'expert flash la bonne hypothèse. 3 petits trucs, genre femme, 60 ans, douleur au ventre, et boum, le cerveau a une longueur d'avance. Exactement. Et ça, c'est rendu possible par ce qu'on appelle les prototypes. Ok, c'est quoi un prototype pour un cerveau de médecin? C'est une image mentale hyper abstraite et simplifiée qu'on stocke avec l'expérience. Prends un pharmacien. Un jeune de 19 ans arrive, il a très mal à la tête, il a beaucoup de fièvre et la nuque raide. Instantanément, le prototype méningite s'allume. Le cerveau fait un copier-coller avec toutes les fois où il a vu ça. Il superpose les quelques données du patient avec des milliers d'images en stock. S'il y a un match, ça prend quelques millisecondes. C'est dingue, ça me fait penser, c'est dans le texte je crois, à notre propre système visuel. Genre, si on marche dans un parc et qu'on voit un lapin, on va pas s'arrêter, prendre un carnet et noter. Alors, longues oreilles, petite queue en pompon, ça sautille, conclusion c'est un lapin. Ah bah non, on reconnaît le lapin direct globalement. Bah voilà. Pourquoi on exigerait d'un soignant hyper qualifié de couper cette reconnaissance immédiate pour faire une liste de critères comme un robot? Ça va à l'encontre du cerveau. C'est une super métaphore. Vouloir forcer les médecins à être purement systématiques tout le temps, c'est pas juste utile, ça fait des dégâts. Thierry Pélassias, c'est une étude hallucinante d'Arc et son équipe en 2006 sur la lecture des électrocardiogrammes, les ECG. Ah oui, l'étude avec les étudiants en psychologie, ils ont pris des novices complets pour lire ces petits graphiques compliqués. Oui, ils les forment, puis ils les divisent en 3 groupes avec des consignes différentes pour le test. Le premier groupe devait juste suivre son intuition, son sentiment de familiarité. Au feeling, quoi. Voilà. Le deuxième groupe, on les a forcés à faire la méthode traditionnelle, systématique. Analyser chaque onde, mesurer chaque pic, faites la liste complète avant de conclure. La méthode scolaire, bien lourde. Et le troisième groupe, on leur a dit, laissez venir l'intuition, puis vérifiez avec les données. Et les résultats, ça casse un peu le mythe de l'approche scolaire. Ça le détruit complètement. Le groupe qui a eu les pires performances, et de très loin, c'est le deuxième groupe. Ceux qui devaient être systématiques et exhaustifs. Attends, donc les gens qui faisaient super attention à chaque détail ont fait plus d'erreurs. Beaucoup plus. Et la raison, c'est notre biologie, notre mémoire de travail. C'est comme le bloc-notes mental à court terme de notre cerveau, et il est minuscule. Ils saturent vite. Très vite. Si tu obliges un étudiant à retenir 30 paramètres systématiques en même temps sans lui donner de direction, son bloc-notes déborde. Le système sature, le cerveau plante, et il se trompe. Alors que le troisième groupe, celui qui utilisait l'intuition puis la vérification, Meilleur groupe de l'étude. c'est fascinant. Mais du coup, si l'intuition c'est une super boussole qui nous donne la direction, comment le soignant s'assure qu'il n'est pas juste en train de sauter aux conclusions? On va pas opérer quelqu'un sur un coup de tête. Bien sûr que non. L'intuition toute seule, c'est dangereux. C'est là qu'intervient la vérification, via le modèle hypothético-déductif. Le nom fait un peu peur, hypothético-déductif. C'est juste le raisonnement humain de base. L'intuition te donne une hypothèse, le point d'arrivée, et ensuite, la déduction te guide pour aller chercher les bonnes infos pour confirmer ou infirmer. Donc l'expert ne cherche jamais au hasard. Jamais. Son recueil de données est chirurgical. Et c'est là qu'un deuxième outil mental entre en jeu, le fameux script. Le script, c'est différent du prototype dont on parlait pour le lapin texte. Très différent. Le prototype, c'est une image fixe, c'est l'alarme qui sonne. Le script, c'est une histoire dans ta tête. Genre un scénario de film? Un peu, ouais. Si ton intuition te dit « attention, infarctus », le script de l'infarctus se déroule. Il va te dire « pose cette question en premier, cherche ce facteur de risque, écoute tel bruit avec ton stéthoscope ». Il organise ta vérification. Ça cible l'effort du cerveau. Mais alors, il y a un passage super intéressant sur la façon dont on range tout ça dans notre tête. L'architecture en tiroir contre l'architecture en réseau. Ah oui, c'est fondamental pour comprendre la différence entre un bon élève et un bon clinicien. L'architecture en tiroir, c'est la fac, non?
On apprend la liste des symptômes d'une maladie, on ferme le tiroir, on passe à l'autre. Exactement. C'est génial pour avoir un 20 sur 20 à un QCM, mais en vrai, face à un patient qui vomit aux urgences à 3 heures du matin, cette connaissance reste bloquée dans son tiroir, elle est inerte. Alors que l'expert, il a un réseau. L'expert, tout est connecté pour l'action. Un symptôme est lié à un diagnostic, qui est lié à un test, qui est lié à un médicament. C'est ça un réseau clinique. C'est ça un script performant. Mais du coup, si je suis prof en fac de médecine ou en école de kiné, comment je fais pour entraîner ça chez mes étudiants? Parce que si je leur donne un dossier patient de 2 pages à lire d'un coup, on retourne à la case départ. Le bloc-notes mental sature. Faut surtout pas donner le dossier complet d'un coup. C'est irréaliste en plus. Dans la vraie vie, le patient n'a pas un résumé Wikipédia tatoué sur le front. Ouais, il te lâche des infos au compte-gouttes. Ah, au fait, docteur, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Donc en formation, on utilise des cas cliniques en cascade à développement progressif. Comment ça marche en pratique, dans une salle de cours? Le formateur donne juste la première plainte. Monsieur Dupont, 50 ans, grosse douleur au genou depuis ce matin. Et il s'arrête. Il demande à l'étudiant quelle est ton intuition. À quoi tu penses? Il force l'étudiant à générer le prototype. C'est ça. Et ensuite, l'étudiant doit poser des questions pour vérifier. Est-ce qu'il a de la fièvre? Et là, seulement là, le formateur donne l'info. Ça imite la vraie vie, ça protège la mémoire de travail et le prof voit exactement comment l'étudiant réfléchit. Sauf que, et là on touche à un point critique du texte, tout le monde n'y arrive pas. Ils disent qu'il y a entre 15 et 25% des étudiants en santé qui n'arrivent pas à développer ce raisonnement naturel. C'est énorme. Un quart des étudiants, parfois, a besoin d'une aide spécifique, d'une remédiation, sinon ils galèrent toute leur vie. Et le pire, c'est que les évaluations actuelles masquent ce problème. C'est le grand drame des ECOS. Les examens cliniques objectifs et structurés. Oui. L'idée de base est noble, hein. On veut être objectif, éviter le favoritisme, donc on crée des grilles d'évaluation hyper rigides, des espèces de checklists. On note ce qu'on voit. A-t-il lavé ses mains? Coche. A-t-il pris stéthoscope? Coche. Voilà, et c'est là le piège. Tu prends un étudiant qui doit écouter le cœur d'un faux patient, le prof regarde sa grille, l'étudiant désinfecte ses mains, oui, il place le stéthoscope au bon endroit, oui, il demande de bloquer la respiration, oui, l'étudiant a la note maximale pour la chorégraphie. Il a fait la danse parfaitement. Mais sur le plan cognitif, son cerveau est peut-être complètement éteint. Il ne sait même pas quel souffle ou quel bruit anormal il est censé chercher. C'est effrayant quand on y pense. On valide des exécutants de protocoles parfaits, qui ont l'air très pros, mais au premier cas clinique qui sort de leur checklist, ils paniquent. L'institution pense protéger les patients avec cette rigueur standardisée, mais en fait, elle laisse passer des étudiants qui n'ont pas la bonne architecture mentale. Une solution toute bête me vient à l'esprit en t'écoutant. Si le problème c'est que le raisonnement est invisible, on demande à l'étudiant de le rendre visible. On lui dit « Pendant que tu examines le patient, parle à voix haute. Dis-nous à quoi tu penses. » Ah, ça c'est la théorie de Donaldson. La réflexion dans l'action. L'idée qu'on peut s'analyser pendant qu'on agit. Ça paraît logique pour l'évaluer, non? Logique, oui, mais la psychologie cognitive est formelle, c'est une catastrophe de faire ça. Les protocoles de pensée à voix haute détruisent la performance de l'étudiant. Encore à cause de notre petit bloc-notes mental. Toujours lui. La mémoire de travail. Quand tu es en clinique, ton cerveau tourne déjà à fond pour chercher des prototypes, dérouler des scripts, écouter le patient. Si on te force à te regarder penser pour l'expliquer au prof, tu crées une double tâche. Surcharge immédiate. Ça fait sauter les plombs et le raisonnement s'effondre. Ouais, c'est comme demander à un pilote de Formule 1 à 250 à l'heure dans un virage de t'expliquer la physique de ses pneus en temps réel. S'il fait ça, il finit dans le mur, quoi. C'est une excellente comparaison. En pleine action, le cerveau a besoin d'une économie cognitive maximale. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais réfléchir sur sa pratique, attention. Mais pas pendant l'action. Exactement. La réflexivité, c'est vital pour progresser, mais ça doit se faire a posteriori, après l'action. Pendant un débriefing? Voilà, au calme. Le formateur pose les bonnes questions pour comprendre où l'étudiant s'est trompé dans ses liens mentaux et corriger l'architecture du réseau. Bon, si on résume un peu tout ce qu'on vient de voir dans cette analyse détaillée, que ce soit pour un kiné qui gère une épaule ou un médecin face à une maladie rare, le raisonnement clinique, c'est une mécanique universelle. Ça commence par une intuition fulgurante grâce au prototype et c'est validé par une analyse ciblée grâce au script. C'est exactement ça. Et si on étouffe cette intuition ou qu'on force les étudiants à être des machines exhaustives, on sabote carrément leur capacité à poser des diagnostics. C'est faux de voir à quel point le cerveau humain est puissant, mais fragile si on l'utilise mal. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale qui n'était pas vraiment dans le texte, mais qui saute aux yeux vu l'époque.
L'intelligence artificielle, je parie? En plein dans le mille. L'IA débarque massivement dans le diagnostic médical. Et le truc avec l'IA, c'est qu'elle fonctionne exactement de la manière qui fait planter le cerveau humain. Elle est purement analytique et systématique. Ouais, elle avale des millions de paramètres, elle est hyper exhaustive, elle fait les checklists géantes en 1 seconde, et elle n'a pas de limite de mémoire de travail. On est vraiment sur un choc des cultures cognitives, là. Totalement. D'un côté, l'expertise humaine, qui brille par son économie d'énergie, ses prototypes invisibles, son intuition. De l'autre, la machine, qui brille par sa force brute analytique. La grande question pour l'avenir, c'est comment les soignants vont réussir à garder confiance en leur intuition s'ils sont entourés d'algorithmes qui leur disent d'être analytiques. C'est une vraie question de survie pour l'expertise clinique. S'ils se plient à la logique de la machine, ils vont perdre leur script. C'est clair. Au début, on s'imaginait que le bon docteur était une machine froide et calculatrice. Mais plus on creuse, plus on comprend que l'outil le plus magique dans une chambre d'hôpital, ce sera toujours le cerveau silencieux, intuitif et ultra rapide de l'humain en blouse blanche. Une très belle conclusion. Merci d'avoir plongé avec nous dans ces mécanismes complexes. Prenez le temps de laisser décanter tout ça et on se retrouve très vite pour creuser un nouveau sujet.